united in diversity. We are very heterogeneous in our opinion. If we do not renew our partnerships with the rest of the world, Europe will not be relevant. We can make it if we are together as Europeans. Development and looking ahead. Do you genuinely believe that countries will manage to reach these very ambitious targets? Bonsoir à tous, je suis Guillaume Clossat, je suis le président d'Europa Nova et je suis très heureux de vous accueillir à cette première rencontre politico-Europa Nova autour des têtes de liste aux élections européennes. Ce que nous avons voulu faire ensemble avec Politico, c'est vous permettre de connaître les personnalités des candidats, leurs convictions, leur bilan, leur vision et avoir une intuition un peu plus personnelle que ce que permettent les débats en randonnion avec 8 candidats qui ont 1 minute 30 pour répondre à la même question. Donc ce qu'on voulait vous faire, c'est vous donner du temps pour vous faire une opinion, et ça s'appelle la démocratie. Donc bienvenue à un débat démocratique. Peut-être quelques mots sur Europa Nova. Europa Nova a été créé au lendemain du 21 avril 2002, avec l'idée que nous rentrions dans un monde en crise, et que ces crises allaient se répéter, tout simplement parce qu'il y avait une transformation radicale de nos sociétés, révolution technologique, rééquilibrage géopolitique. Et dans ces périodes-là, eh bien, les angoisses montent, les opportunités se présentent, et la compétence du politique, c'est à la fois de rassurer et d'être capable de ne pas amplifier les angoisses, mais aussi de saisir les opportunités pour que ces opportunités deviennent des perspectives pour tous les citoyens. Et notre conviction, c'est que le rôle du débat public, le rôle de la politique, c'est justement de permettre cette transformation dans des périodes aussi complexes que celles que nous vivons. Et dans ce cadre-là, nous sommes extrêmement heureux de recevoir ceux qui vont être les emblèmes, les influenceurs du futur Parlement européen. Parce que les élections européennes comptent. Et elles comptent peut-être autant que les élections américaines. Parce que c'est elles qui vont donner les grandes orientations à l'Europe de demain. Et quand on est dans une période de changement extrêmement rapide, eh bien, les décisions d'aujourd'hui engagent les décennies à venir. Alors pour ça, il faut de la réflexion parce qu'on ne peut pas agir en précipitation. Et l'autre qualité ou particularité d'Europa Nova, c'est d'essayer de travailler sur le fond. Et donc, j'ai un petit cadeau pour Jordan Bardella, qui est un rapport sur le fond et les grands défis de l'Europe de demain. Ce cadeau s'appelle Europe 2040. Demain se joue dès aujourd'hui. C'est le seul rapport qui est sur la table aujourd'hui, des chefs d'État et de gouvernement, pour préparer ce qu'on appelle les orientations stratégiques. Jordan Bardella vous expliquera sans doute ce que c'est. Mais en fait, comme on est dans une Europe qui est dirigée aujourd'hui par les États, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui définissent la feuille de route générale. Et c'est dans le cadre de cette feuille de route générale que les programmes du Parlement européen, de la Commission et du Conseil s'inscrivent. Donc Jordan, j'ai le plaisir de vous offrir ce petit rapport. Merci beaucoup. Et avant de céder la parole à Marion, j'aimerais partager avec vous une discussion que j'ai eue avec mon fils hier soir. Mon fils s'appelle Victor. Il a 16 ans. Il est dans un lycée catholique sous contrat. Et il m'a dit, papa, je dois faire une lettre de candidature. J'ai eu candidature, pourquoi? Eh bien, figure-toi que j'ai la possibilité d'aller à Auschwitz. Et donc, il y a peu de place. Et l'école me demande de faire une lettre. Et je voulais en discuter avec toi. Parce que, pour la première fois, j'ai compris qu'il y a des choses importantes qui s'étaient passées là-bas. Et mon intuition, c'est que ça peut se passer à nouveau. Qu'en penses-tu, papa? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se repasse pas? Et puis je lui ai dit, tu sais, demain, je lance avec Politico le débat des têtes de liste aux élections européennes, et il y aura Jordan Bardella. Alors il m'a dit, est-ce que tu peux lui poser la question? Qu'est-ce qu'il peut faire pour que jamais Auschwitz ne se repasse? Parce que j'ai le sentiment que c'est possible, et c'est pour ça que je vais aller voir ce qui s'est passé sur le terrain. Voilà. Marion, c'est à toi. Pardon. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci à toutes et à tous. Et je remercie également notre audience en ligne, que je sais nombreuse, pour nous suivre et qui aura également l'occasion de participer.
Alors, on est très heureuse de vous accueillir dans cette période très dense pour la politique, bien sûr, avec les européennes en ligne de mire en juin, qui sont un moment très important pour Politico, média politique européen de référence qu'on couvre de manière très dense. Déjà, aujourd'hui, sur le site politico.eu, pour notre audience anglaise, internationale, on a toute une série d'initiatives, un dispositif très important autour des élections. Pour en citer que quelques-unes, nous avons un playbook spécial élections qui sort les vendredis, qui est déjà en train de tourner en anglais, qui fait vraiment le tour de tout ce qui se passe dans la campagne. On sera également co-organisateur du débat de Maastricht cette année, c'est très important, le 29 avril, avec tous les représentants des grands partis européens sur scène qui débattront, modérés par Politico. Et puis, bien sûr, en France, en français, pour nos lecteurs français, dans Playbook, tous les matins, notre newsletter politique phare, dont je suis sûre vous êtes tous lecteurs et lectrices. Et ces événements qui sont pour nous une initiative importante, voilà, pouvoir nous entretenir sur scène, en direct, devant vous, avec les principaux candidats. Et on remercie bien sûr Jordan Bardella, président du Rassemblement national, d'être là ce soir. C'est une période très dense aussi pour nous, Politico spécifiquement, parce que cette année, on s'agrandit de manière très forte en France sur notre couverture politique et des politiques publiques. C'est très important parce que vous connaissez peut-être moins, mais nous, on couvre énormément tout ce qui se passe au niveau législatif, au niveau réglementaire, au niveau politique. Et on a décidé de monter en force de manière importante sur deux grands sujets qui occupent notre gouvernement. Les sujets de transition énergétique et climatique, un des grands défis auxquels font face tous les gouvernements européens et mondiaux. Et les sujets de transition numérique, de régulation de l'espace numérique qui sont également très importants. Et ça commence pour nous le 9 avril avec le lancement de notre newsletter énergie et climat dédié. Si vous voulez la lire gratuitement pendant quelques semaines, comprendre ce qu'on fait un peu derrière notre paywall, vous avez des petits flyers qui sont sur les tables là-bas avec un QR code que vous pouvez flasher pour vous inscrire à l'essai. Voilà, c'est presque fini pour la pub. Je vais faire juste quelques remarques logistiques pour que l'événement se passe au mieux. Vous pouvez bien sûr participer en posant vos questions via l'application Slido. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez flasher ce QR code là-bas. Les questions seront bien sûr sélectionnées parce qu'il y en a déjà énormément qui sont arrivées. L'audience en ligne peut également les poser. Si vous le pouvez, mettez votre nom, votre organisation. Pour plus de transparence, on privilégie plutôt ces questions. Vous pouvez également interagir avec nous sur les réseaux sociaux en ligne, sur X, avec le hashtag PlaybookParisElections et en mentionnant idéalement Live Politico. Voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Pauline de Saint-Rémy, chef de notre service politique, et Sarah Payou, qui est l'autrice notamment de notre newsletter Dimanchissime et qui couvre le Rassemblement national au quotidien. Et j'invite Jordan Bardella à nous rejoindre et à commencer cet entretien. Merci à tous. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir. Merci beaucoup du coup d'être le merci premier de votre invitation. Merci à Politico et à Europa Nova pour l'organisation de cet échange. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Avec Sarah, en préparant cette interview, on a eu envie de commencer tout simplement par le gros morceau, vous en doutez, l'Ukraine. Pas seulement, disons la question ukrainienne, pas seulement parce que Emmanuel Macron a décidé manifestement d'en faire l'un des enjeux principaux, si ce n'est l'enjeu principal de ces élections, mais aussi parce que, vous me voyez venir, c'est manifestement un sujet qui montre une ligne de fracture dans votre famille politique, au niveau européen, votre famille politique au sens large, mais aussi peut-être, et vous allez nous en dire plus, au sein du Rassemblement national. Alors, notre ambition ce soir, c'est peut-être un petit peu prétentieux, c'est d'essayer de vous faire dire des choses que vous n'avez pas déjà dites partout ailleurs, donc je vais me permettre de résumer en quelques mots, et vous me corrigerez. La politique, c'est l'art de la répétition. Non, mais vous allez voir. En plus, on vous a entendu hier soir, vous étiez chez nos confrères de France 5, vous avez parlé de ce sujet, c'était très intéressant. C'était très intéressant. Rappelons donc que vous, Rassemblement national, vous reconnaissez depuis le début de la guerre l'agression de l'Ukraine par la Russie. Vous ne défendez pas Vladimir Poutine sur ce point, mais on peut dire aussi que vous reprochez à Emmanuel Macron d'être un va-t-en-guerre, c'est une expression que vous avez utilisée, et en substance de risquer l'entrée de la France dans un conflit frontal avec la Russie. Ça, c'est une accusation plus récente. Mais en même temps, vous dites depuis le début de la guerre que la classe politique dans son ensemble a fait preuve de naïveté. Ça, c'est un mot que vous avez employé en premier. On s'en souvient dans les colonnes de l'opinion. Naïveté, bien sûr, vis-à-vis de Vladimir Poutine. Marine Le Pen, elle évolue, on pourrait dire, un petit peu plus lentement que vous, différemment. On lui a demandé, pas plus tard que la semaine dernière, je crois, sur France Inter, si Vladimir Poutine était une menace pour la France.
Elle a botté en touche, pour résumer, elle n'a pas vraiment voulu répondre là-dessus, alors que vous dites, je vous cite, « On ne sait pas jusqu'où Vladimir Poutine est capable d'aller ». Vous dites clairement que Vladimir Poutine s'en prend par ailleurs aux intérêts de la France, comme on l'a vu récemment, dans différents domaines. Du coup, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que sur ce sujet particulièrement, vous admettez aujourd'hui une divergence de vue avec Marine Le Pen, ou peut-être une différence de sensibilité sur ce sujet ? Non, il n'y a pas de différence de sensibilité. D'abord, il faut rappeler que la guerre est venue frapper aux portes de l'Europe il y a maintenant 2 ans. Merci d'avoir rappelé avec justesse que nous avons été, comme l'intégralité des mouvements politiques, d'ailleurs, je crois, totalement clairs sur la condamnation de la violation de la souveraineté d'un État, en l'occurrence l'Ukraine, par la Russie. Et moi, je me suis efforcé depuis le début de ce conflit, ce qui est évidemment jamais simple, dans une période de guerre, dans une période de convulsion mondiale où l'action d'un État rend toute certitude, parfois remet en cause ces certitudes. Et je me suis efforcé de tenir une position qui est une position, je crois, raisonnable, qui consiste à dire oui au soutien à l'Ukraine, mais non à la guerre frontale avec la Russie. C'est une ligne de crête, c'est une 3e fois évidemment française que notre pays a toujours tenue dans l'histoire, qui est celle d'être un pays libre, qui a toujours placé des lignes rouges. Ce soutien à l'Ukraine, moi j'ai eu l'occasion d'expliciter la manière et la forme dont devait prendre ce soutien à l'Ukraine. C'est typiquement le soutien d'armes de défense, d'obus, de munitions, de missiles anti-chars, de missiles anti-aériens, en étant vigilant à ce que le matériel qui soit livré à l'Ukraine puisse permettre à l'Ukraine de tenir le front, sans pour autant entraîner les conditions d'une escalade avec la Russie. On sait ce que veut dire le terme escalade sur le sol européen. Les missiles Scalp, la France va en envoyer 40. Alors, on va rentrer après si vous voulez dans le détail des armes, mais juste sur le principe, pas d'acte de co-belligérance qui pourrait nous faire entrer dans une guerre frontale avec la Russie. Parce que je pense que 2 pays qui détiennent l'arme atomique se regardent face à face n'est jamais bon pour la paix régionale et pour la paix du monde. Et précisément, cette position, je l'ai appliquée à Emmanuel Macron lorsqu'il a émis l'hypothèse d'envoyer des troupes en Ukraine, contribuant par là, il faut bien le dire, à isoler la France sur la scène européenne. C'est-à-dire que la seule utilité de cette mesure, qui en fait n'en est pas une, a permis au camp occidental de montrer à l'adversaire ses divisions. C'est de la dissuasion, vous en convenez. C'est quand même, comme on dit, la grammaire de la dissuasion. Oui, enfin, c'est toujours une question de curseur. Vous avez raison de rappeler que moi je considère que la Russie aujourd'hui menace les intérêts européens et conteste les intérêts français. Ce que ne considère pas Marine Le Pen, du coup Si, elle le considère aussi. Elle l'a jamais dit. Dans des termes aussi clairs. Demandez, je vous réponds, elle a toujours été très claire sur la condamnation de ce conflit et sur le soutien défensif à l'Ukraine. Elle n'a jamais dit que Vladimir Poutine était une menace pour la France. Non, mais encore une fois, la question c'est où est-ce qu'on met le curseur. Est-ce qu'il est un danger? Est-ce qu'il conteste aujourd'hui des intérêts français? La réponse est oui. Est-ce que la Russie menace aujourd'hui les intérêts vitaux de la nation française au point d'envoyer des troupes, des mecs à Odessa, comme a dit Emmanuel Macron d'après vos confrères du Monde, un verre de whisky à la main dans les couloirs de l'Élysée? La réponse est non. Et au point d'envoyer des missiles Scalp? Mais pourquoi pas? Je veux dire, donc vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron sur ce point, oui, très précisément. Mais pas de matériel, en l'occurrence de missiles, qui puisse atteindre le territoire russe. Parce que si un missile longue portée, on n'est plus dans l'idée de tenir le front, on est dans l'idée de toucher le territoire russe, alors là c'est une escalade que plus personne ne va maîtriser. Or je pense que personne n'a intérêt à l'escalade. Je rappelle qu'il y a eu depuis le début de ce conflit 500 000 morts et que probablement Poutine, le président Poutine, a sous-estimé le soutien occidental. Et de son point de vue, il a commis une erreur stratégique très lourde si on se place de son point de vue. C'est celle d'avoir redonné une légitimité à l'OTAN. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, Emmanuel Macron lui-même avait indiqué que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, Poutine a poussé dans les bras de l'OTAN des pays comme la Suède ou comme la Finlande qui, de tout temps, avaient toujours refusé d'intégrer l'Alliance. Donc je pense qu'il faut être très ferme à l'égard de la Russie, soutenir l'Ukraine, mais pas en faisant n'importe quoi, pas au risque d'une guerre frontale et directe entre 2 puissances nucléaires. Juste, je complète. Il y a des intérêts français aujourd'hui qui sont contestés par la Russie. On l'a vu il y a quelques semaines en mer Noire, lorsque des avions de l'armée de l'air française sont mis en joue par des avions russes et que des avions russes menacent d'abattre des bâtiments français. On le voit en Afrique, sur notre zone d'influence historique, où à chaque fois que les intérêts français sont contestés, c'est le fait de milices privées qui sont
très majoritairement des milices russes, on avait beaucoup parlé des milices Wagner, qui se livrent à des opérations de désinformation qui sont inacceptables. On le voit dans nos outre-mer, ou à Mayotte, qui fait face à une politique d'agression, de submersion migratoire massive de la part des Comores. La Russie a fait le jeu de soutenir les Comores face à un territoire français. Donc, la Russie est un adversaire féroce sur un certain nombre de domaines, mais est-ce au point d'engager des soldats de l'armée française? Moi, je dis que non. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui partagent la position que j'exprime aujourd'hui. Vous ne nous avez pas vraiment répondu sur vos divergences, en fait, que vous parce qu'il n'y a pas de réexprimez avec divergence. Marine Le Pen. Vous êtes mais quelle plus clair divergence qu'elle, notamment sur la question de savoir si la Russie menace les intérêts français. Vous le dites extrêmement clairement. C'est pas son cas, mais juste, je rebondis sur ce que vous avez dit sur l'OTAN. On n'avait pas prévu de poser cette question tout de suite, mais c'est très intéressant. En travaillant cette interview, on s'est souvenu que Marine Le Pen, jusqu'en 2022, et certainement encore aujourd'hui, plaidait pour la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Question simple, réponse simple. Est-ce qu'en 2027, est-ce qu'en 2027, le Rassemblement national plaidera pour la sortie du commandement intégré de l'OTAN? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que ça vous convient à vous? Si la guerre est toujours en cours, non. On ne change pas les... C'est plus au programme. Non, mais, le programme que nous avons toujours défendu, qui consiste à dire la France doit quitter le commandement intégré de l'OTAN, que vous avez fait réintégrer le président Sarkozy. Ne tenez pas compte de la guerre. Or, aujourd'hui, il y a une guerre. Moi, je pense qu'on ne change pas les traités en période de guerre. Quel sera l'avenir de l'OTAN? Nous n'avons pas la réponse. En 2022, la guerre en Ukraine avait déjà commencé. Celui qui a la réponse est très certainement, en fait, de l'autre côté de l'Atlantique. Ce que décidera ou ne décidera pas les États-Unis, avec peut-être l'élection probable et possible de Donald Trump, décidera ou non de l'avenir de l'OTAN. Non, mais moi, je suis pas, j'ai pas de modèle en fait autre que des modèles français. Vous voyez, et en l'occurrence, effectivement, entre Biden et Trump, mon cœur allait plutôt à Trump, mais je ne suis pas américain, je ne m'immisce pas dans la politique américaine. J'ai juste regardé les intérêts français. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les intérêts français, l'élection de Donald Trump? En l'état actuel des choses, pas nécessairement. Quand on voit aujourd'hui les menaces de sanctions, disons de droits de douane sur les exportations viticoles françaises à l'égard des États-Unis d'Amérique, la question c'est qui est le mieux pour les intérêts français. Je note une chose, c'est qu'une grande partie des mesures et de la philosophie économique qui a été défendue par le président Biden était inspirée de Donald Trump. C'est vrai sur le patriotisme économique, c'est vrai sur l'IRA et le soutien massif aux entreprises américaines. Il y a une logique économique qui s'est poursuivie entre les deux. Maintenant, moi, il y a quelques... je vous disais que mon cœur avait plutôt balancé pour Donald Trump. Ce serait une meilleure nouvelle pour les intérêts français que Donald Trump soit élu. Mais il faut regarder les programmes. Bon, manifestement, le président Biden a quelques difficultés. On a une petite idée quand on voit ce que Donald Trump dit sur l'OTAN, notamment, puisqu'on en parlait. Oui, quand on est le président de la première puissance économique mondiale, je pense qu'il faut avoir la vitalité, la forme et la lucidité pour prendre un certain nombre de décisions. Et je ne vais pas faire offense au président américain que de dire que les dernières images que nous avons pu voir sur les réseaux sociaux ne sont pas extrêmement rassurantes. C'est un autre sujet. Peut-être pour juste une autre petite question sur l'Ukraine, sur très clairement l'accord de sécurité qui a été débattu à l'Assemblée nationale avec un vote qui était un vote symbolique. Alors vous ne votez pas à l'Assemblée nationale. 3 milliards d'euros. C'est à budget constant, c'est bien, c'est suffisant. Qu'est-ce que vous auriez fait plus D'abord, il n'y a pas que les 3 milliards d'euros dans cet accord. Il y a énormément de points. Et moi, j'ai indiqué que sur cet accord, j'étais en faveur d'un accord de sécurité avec l'Ukraine. Mais il fallait voir ce qu'il y avait dedans. Je pense que d'abord, l'accord bilatéral, ça va dans le bon sens. Et ça permet à la France de retrouver une voie qu'elle n'a plus. Et je pense que précisément, aujourd'hui, le rôle de la France, c'est de consolider son architecture de sécurité à l'est de l'Europe en assurant de son soutien des pays comme la Moldavie, si demain il devait y avoir une annexion de la Transnistrie, c'est de consolider ses éléments militaires en Roumanie et d'assurer la défense aérienne des pays baltes. Donc on a un rôle à jouer qui est un rôle dissuasif et qui est un rôle diplomatique. Sur le soutien direct à l'Ukraine, il y avait, moi, dans cet accord de sécurité, et c'est la raison pour laquelle nos députés se sont abstenus, des points que je considérais comme des lignes rouges. Je pense que l'adhésion de l'Ukraine, tant à l'Union européenne qu'à l'OTAN, pourrait nous faire courir le risque de l'engrenage. D'abord, l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est l'éclatement de la politique agricole commune et c'est la remise en cause d'un certain nombre de nos filières agricoles. Et je pense par exemple à la filière volaille qui est extrêmement inquiète des accords commerciaux qui ont été passés
depuis plusieurs mois et qui vise à faciliter les échanges commerciaux avec l'Ukraine et qui crée un sujet de concurrence internationale déloyale au sein de l'Union européenne. Et deuxièmement, au sein de l'OTAN, si demain l'Ukraine intègre l'OTAN, nous avons un devoir d'assistance à l'égard d'un pays qui, au sein de l'Alliance, est menacé aujourd'hui par une puissance telle que la Russie. Donc, encore une fois, c'est une ligne de crête qui n'est pas simple à tenir. Je pense que, pour conclure, le sujet de la guerre nécessite énormément de sang-froid, énormément de mesures, et les positions qui précisément ont été prises par le président de la République me semblent être des positions anxiogènes et semblent, si j'en crois les sondages qui ont été faits, inquiéter beaucoup de nos concitoyens, y compris d'ailleurs des électeurs d'Emmanuel Macron. Sur le sujet de la guerre, justement, vous vous appelez, on l'a compris, notamment à une résolution par la voie diplomatique, par la négociation. Est-ce que, appelé à entrer en négociation avec un pays qui menace les intérêts français, comme vous le dites lui-même, c'est pas faire preuve de naïveté, comme vous le dénonciez? Mais c'est l'Ukraine qui négocie la paix avec la Russie. Mais vous appelez justement à ce que cette négociation se tienne. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est pas naïf de penser qu'on peut négocier avec Vladimir Poutine? Non, mais le monde est dangereux. Et par définition, la France a autour d'elle beaucoup d'États qui peuvent être en même temps des partenaires, en même temps des concurrents, et qui parfois, selon les périodes, peuvent devenir des adversaires féroces. C'est ça la réalité. Et moi, je ne fais de la politique que sur des réalités. Et précisément, nous allons vivre une époque, un monde où les crises, y compris les crises diplomatiques et internationales, vont se multiplier, où les convulsions du monde vont venir remettre en cause des choses et des certitudes que l'on pensait acquises. Et précisément, je pense que tout cela nécessite beaucoup de sang-froid, beaucoup de rigueur. Il faut essayer, dans ce qu'a toujours été la France, c'est-à-dire prôner la voie de l'indépendance, de la liberté des nations, et une forme d'équidistance avec des conflits qui ne sont pas les siens, mais dans lesquels nous pourrions évidemment jouer un rôle. Et je pense que c'est la voie que vous qualifiez de raisonnable, Jordan Bardella. Est-ce que vous diriez que cette question est une question existentielle pour la France et pour l'Europe? Je reprends un mot dont vous savez qu'Emmanuel Macron l'a employé. Est-ce que la question ukrainienne, est-ce que c'est une question qui est existentielle pour la France et pour l'Europe? C'est un mot que le président de la République a employé. Oui, c'est à vous, journalistes, de commenter les termes du président de la République. Moi, je dis une chose très simple. La Russie conteste aujourd'hui beaucoup d'intérêts français et la guerre est aujourd'hui aux portes de l'Europe. Et ça vous paraît exagéré, tout à l'heure, existentiel? Non, mais vous parliez tout à l'heure de sensibilité. Ma génération n'a jamais connu la guerre, en réalité. Et c'est la première fois, moi je suis né en 1995, où ma génération est confrontée, en réalité, à la guerre à 3 heures de vol de la capitale. Et donc, qu'est-ce que ça change, pardon, par rapport à Marine Le Pen, qui est plus âgée que vous? Qu'est-ce que ça change? Pour répondre à ma question, est-ce que c'est existentiel ou pas? Je vous pose la question notamment parce qu'on voulait vous parler évidemment de vos alliés au Parlement européen. Au sein même d'Identité et Démocratie, vous ne tenez pas tous la même ligne sur ce sujet. Vous avez certains alliés qui sont, pour le dire clairement, beaucoup plus pro-russes, clairement pro-russes, je pense notamment à l'AfD. Si on considère que c'est un sujet existentiel, parce que je sais qu'à chaque fois qu'on vous pose la question des divergences de vues que vous pouvez avoir, pas seulement sur ce sujet, avec vos alliés, vous dites, oui, on n'est pas obligé de tous penser la même chose pour faire de la politique ensemble, pour siéger dans le même groupe. Est-ce que là, quand même, on n'est pas sur un sujet trop important pour faire de la politique ensemble? Mais la devise de l'Europe, c'est unie dans la diversité. Par conséquent, quand demain on sera à la tête du pays, ce que je souhaite, en tout cas j'y travaille, on sera amené à travailler avec des pays, avec des États qui ne partagent pas forcément nos positions. Moi, je vais vous dire, la seule question existentielle qui soit pour moi, c'est le destin de la France. Voilà. Je ne vois que la vitalité, la force du combat politique qu'au travers des intérêts de la France. Et à chaque fois que je prends une décision, à chaque fois que j'émets un positionnement, un axe politique, je regarde quel est l'intérêt de la France et quel est l'intérêt des Français. Et c'est précisément ce positionnement que nous avons essayé de tenir. Alors vous avez raison de rappeler que sur ce sujet, il y a des sensibilités différentes. Mais on n'est pas des clones. Et je ne suis pas, moi, l'avocat de mouvements politiques en Europe, même si on est amené sur un certain nombre de sujets. Je vous demande si vous pouvez siéger dans le même groupe, faire de la politique avec eux, former je vous réponds très simplement. Moi, je souhaite aujourd'hui changer la construction européenne. Parce que je pense que l'Europe qui s'est construite depuis Maastricht, en réalité, et même avant, paralyse aujourd'hui le progrès économique en Europe, le progrès social, et nous fait passer à côté de toutes les grandes révolutions industrielles, technologiques, environnementales,
du XXIe siècle. On vous a Et entendu notre dire projet ça. précisément, c'est de construire l'Europe du XXIe siècle. Et dans ce cadre, je travaille au sein du Parlement européen avec des gens qui, sur des points essentiels, que la défense de nos peuples face à la politique d'immigration massive, face aux ingérences de la Commission européenne dans les affaires intérieures, sur la nécessité de conserver le droit de veto, sur des sujets très clés, très essentiels, partagent mes positions. Après, sur le droit de veto reste, est pas remis en cause. chacun pense ce qu'il... Le droit de veto n'est pas menacé. Ah si, Vous le droit, faites référence. si, le droit de veto... C'est quelque chose est- qu'on vous a souvent entendu dire, ainsi que Marine Le Pen. L'idée est plutôt d'éventuellement offrir un Non, droit de pas veto du à tout. l'Europe. Alors, Pas du qu'est-ce tout. que c'est? On n'a pas compris. Le rapport Verhofstadt, qui a été voté au Parlement européen par les macronistes, qui étaient un peu les fers de lance de ce rapport, prévoit en réalité, alors pour l'instant c'est un rapport qui est déclaratif et qui a vocation à entraîner un débat ensuite dans les États membres et au niveau du Conseil, a vocation à acter la transformation de l'Union européenne aujourd'hui en une organisation politique qui soit une organisation fédérale, c'est-à-dire où on fait passer un certain nombre de sujets de la majorité, de l'unanimité à la majorité qualifiée, et où en réalité la présidente de la Commission européenne... Pour adopter cette mesure, déjà, il faudrait la voter à l'unanimité. Donc bon, c'est pas pour demain, quoi. C'est un truc que vous... Non mais attendez, on avance, parce Oui, que non, mais- vous me disiez ça n'existe Non, pas, mais et là parce vous me que dites elle existe, mais elle n'est pas il y a encore deux votée. sujets, Non, il y a on l'ONU progresse. et Non mais il y a c'est très l'Union bien. européenne. Non mais c'est très bien, donc ça veut dire qu'on progresse. Non, mais c'est un truc dont vous parlez très souvent, comme pour si cause, c'était quelque chose qui écoutez, allait je suis arriver prochainement. C'est personne. je suis au Parlement Jamais européen. Emmanuel Macron n'a plaidé en faveur du retrait. Pourquoi l'ont-ils voté au Parlement européen? Vous parlez d'un rapport, vous parlez du rapport Verhofstadt qui. C'est montrait un sans fait. doute pas que ça. Donc Ouais. ce rapport Verhofstadt, moi je l'ai combattu au Parlement européen. Avec mes députés, nous nous y sommes opposés. Mais il y a aujourd'hui ce débat sur des transferts de souveraineté toujours plus importants vers la Commission européenne, qui deviendrait en fait la présidente d'un État fédéral, où les chefs d'État seraient quasiment les ministres de la présidente de la Commission européenne. Je suis en désaccord avec cette vision. Et je pense que plus l'Union européenne s'est approfondie, plus les nations se sont affaiblies. On viendra peut-être sur le débat institutionnel. Mais aujourd'hui, il y a une menace sur le droit de veto. Et en réalité, pourquoi est-ce que les macronistes défendent l'élargissement de l'Union européenne? Vous savez qu'il y a 9 demandes de préadhésion qui sont en cours aujourd'hui. Et je rappelle d'ailleurs, pour que tout le monde soit au fait de ça, que le processus d'adhésion, par exemple, de la Turquie est aujourd'hui encore en cours officiellement entre les institutions européennes et le pays du président Erdogan. Avec les progrès que l'on sait. Ça fait des années que le processus est ouvert et qu'il ne progresse pas vraiment. Bah, tant mieux. Donc la croyez-nous menace est qu'avec peut-être nous, il ne pas, progressera plus du tout. Mais voilà. On sait que. Voilà, Parce que vous voyez, j'ai pas envie que la frontière de l'Europe. Vous n'êtes pas pour une Europe Non, mais plus attendez. fédérale, c'est Non, mais j'ai- très clair. Je vais être très simple, j'ai pas envie que la frontière de l'Europe soit en Irak. Alors juste pour terminer sur l'Ukraine, Emmanuel Macron pousse aujourd'hui pour ouvrir un nouveau cycle de dette commune, notamment pour financer une défense à l'échelle européenne, notamment pour mieux soutenir encore plus intensément l'Ukraine. Est-ce que c'est une initiative que vous soutenez? D'abord, j'ai un problème de philosophie, c'est-à-dire que moins l'Union européenne fonctionne, plus on nous dit on va faire plus d'Union européenne et ça fonctionnera plus. C'est un peu comme quand le communisme et le bloc soviétique est tombé, on disait le bloc soviétique est tombé parce qu'il n'y avait pas assez de communisme. Et donc il fallait en faire encore plus. Je pense que la mutualisation des dettes se fera contre l'intérêt de la France. On l'a vu récemment sur les affaires budgétaires dans le cadre par exemple du plan de relance. Le plan de relance dont on nous a vanté les mérites, ça consiste en fait à donner, allez, vous donnez 100 à votre voisin, il vous rend 50 et en plus il vous dit ce que vous allez en faire. Dans les contreparties du plan de relance, aveu de M. Beaune, interview à Ouest France fin d'année 2020, il y avait la réforme des retraites. Donc il y a des contreparties à ces mutualisations. Et je pense qu'il faut régler la dette. D'abord, il y a pour moi un sujet franco-français sur la dette. On va y venir justement. Voilà. Mais le sujet, il est central. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit que sur tous les sujets économiques, on fait toujours moins bien que nos partenaires européens. Déficit commercial, on fait moins bien que nos voisins, directs, français, italiens. Record de dette, record de déficit public, On va parler justement du record déficit. de prélèvements obligatoires. Donc, réglons d'abord le sujet au niveau franco-français avant d'aller nous occuper des dettes des États voisins. Et je pense que ce chantier, déjà, va nous prendre quelques années. On va revenir justement un tout petit peu à la France. Vous avez vu évidemment les annonces de Gabriel Attal hier soir. Vous y avez d'ailleurs réagi sur vos réseaux sociaux. Donc il a annoncé, elle est évidemment en cours de négociation, une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Vous y êtes opposé, on peut le dire clairement. Vous dites, je vous cite, que ce gouvernement ne propose rien pour déverrouiller la croissance. Alors on s'est demandé avec Sarah ce que vous proposiez pour déverrouiller la croissance, comment le RN comptait relancer la croissance. Bon, d'abord, moi je pense qu'il y a un clivage qui a émergé depuis 5 ans dans les institutions européennes et qui, à mon avis, est au cœur de cette campagne. C'est un clivage entre ceux qui défendent l'esprit de puissance
et la croissance, dont je pense nous sommes les porte-voix dans cette campagne, et ceux qui défendent la résignation et la décroissance. On a vu émerger ce clivage au sein des institutions européennes entre les partisans de la croissance et les partisans de la décroissance, Emmanuel Macron en tête, qui a fait adopter... Emmanuel Macron, partisan de la décroissance, c'est quand même... est-ce qu'il n'y a pas un petit raccourci? Ah non, c'est très direct. Le vote du pacte vert. Oui, que vous présentez souvent comme un projet de décroissance, c'est quand même une façon très... La stratégie de la ferme à la fourchette, qui suit le Green Deal, ne prévoit-elle pas la baisse de 15 à 20% des rendements agricoles dans les 20 prochaines années, avec cette baisse de production, la baisse du nombre de cheptels? La réponse est oui, c'est écrit noir sur blanc dans les textes. Mais c'est une stratégie, c'est pas contraignant. Ah bah si, puisque vous faites par définition adopter des normes qui visent à rendre toujours plus compliquée la vie pour nos agriculteurs. On a beaucoup parlé du plan Éco-Phyto, qui consiste à dire à nos agriculteurs, du jour au lendemain, vous vous privez d'un certain nombre de produits, même s'il n'y a pas d'alternative, vous vous débrouillez. La conséquence de cette logique de décroissance, c'est quoi? C'est l'importation de produits sur le sol européen qui ne respectent pas nos normes, et c'est surtout l'augmentation du coût de la vie. Il y a une étude du département américain qui a été faite précisément sur le Green Deal et la stratégie de la ferme à la fourchette, qui nous dit quoi? Que le prix de l'alimentation dans les 20 prochaines années va augmenter de 20% avec cette stratégie, et que nos importations vont augmenter de 17%. Il a été en partie détricoté ce texte, notamment par la droite. Elle est agricole. Emmanuel Macron soutient. La décroissance, elle est industrielle, avec la fin des moteurs thermiques à l'horizon 2035. D'ailleurs, on ne nous a pas dit comment on allait faire, qui désorganise totalement les chaînes de production. Et vous avez vu, et ils ont raison, les industriels de l'automobile sont vent debout contre cette mesure. La décroissance, elle est énergétique, avec 10 ans, une décennie d'atermoiement sur le nucléaire. Moi, j'oublie pas qu'Emmanuel Macron a fermé Fessenheim. J'oublie pas qu'Emmanuel Macron a abandonné Astrid. J'oublie pas qu'il a désinvesti, qu'il a désengagé l'État de ce qui nous a garanti et qui a garanti. Bardella, mais là, on s'éloigne un peu de notre question initiale. Non, mais oui, enfin, comment est-ce que le RN compte relancer la croissance? Alors, je vais venir sur la croissance. Mais je pense que c'est important de saisir aujourd'hui que, en fait, le nouveau clivage qui émerge sur la scène européenne, c'est un clivage entre la croissance et la décroissance. On nous parle de la dette, à juste titre, rappelant d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a fait 1000 milliards de dettes en plus depuis 2017, qui est présenté comme le Mozart de la finance dans n'importe quelle boîte. Emmanuel Macron aurait déjà été licencié, ça c'est un fait quand même. Deuxièmement. Il y a eu beaucoup d'économies faites dans les 2 premières années du quinquennat, ça n'a pas été linéaire. On n'a pas beaucoup vu, mais bon, c'est un fait qu'aujourd'hui on a un record. Pas que la crise, je veux dire, le rapport de la Cour des comptes nous a dit que l'augmentation de la dette était imputable seulement à un tiers de la hausse de la dette depuis 2017. Je pense qu'il y a 2 leviers essentiels pour affronter le mur de la dette. Je pense que ces 2 leviers essentiels pour affronter le mur de la dette sont les suivants. Premièrement, c'est la dépense publique et c'est la chasse au gaspillage. Il y a aujourd'hui des secteurs qui sont des tabous. J'ai évoqué hier sur le plateau de ces tabous la question de ce que j'appelle moi l'immigration de guichet social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les aides non contributives aux étrangers, les soins gratuits, les prestations sociales, le RSA, tout ça nous coûte énormément d'argent, entre 10 à 15 milliards d'euros. Alors je vais même vous dire, même des gens qui contestent notre projet économique, par exemple l'Institut Montaigne, dit qu'on est entre 9 et 10 milliards d'euros par an. Donc il y a beaucoup d'argent à récupérer sur ce secteur-là, et je pense qu'en se privant d'aborder ce sujet, on fait exister un tabou qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être et qui est assez injuste quand on demande des efforts quotidiennement à nos compatriotes. Attendez, il y a le sujet de la lutte contre la fraude. 75 millions d'assurés sociaux dans un pays de 69 millions d'habitants. Je vous renvoie vers les travaux du magistrat, Charles Prats, qui sont très détaillés et qui chiffrent. Une personnalité un peu controversée, Charles Prats. Bon, on peut citer, je ne sais pas, on peut citer d'autres, mais la fraude est un sujet. Tous les experts qui ont travaillé sur ce sujet, même si on change effectivement de source, chiffrent à plusieurs dizaines de milliards d'euros la lutte contre la fraude. Je pense qu'il faut développer la biométrie de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut faire des économies dans le coût faramineux que représente aujourd'hui le millefeuille administratif et la décentralisation. Donc, il y a des sujets aujourd'hui qui sont des tabous sur lesquels il faut aller faire la chasse au gaspillage, premièrement. Sur la décentralisation, comment vous faites des économies? J'y viens. Deuxièmement, la chasse au gaspillage, la dépense publique. Deuxièmement, il faut lever toutes les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance. Il y a d'innombrables contraintes aujourd'hui qui empêchent à nos chefs d'entreprise de fonctionner comme ils le souhaiteraient. Un exemple emblématique pour moi de peut-être le plus grand échec économique d'Emmanuel Macron, c'est la question de l'énergie. Moi, le projet que je porte, il vise à refaire de la France un paradis énergétique. Je souhaite que la France puisse être le pays dans lequel nos chefs d'entreprise s'installent, créent, innovent, dans lequel des entreprises étrangères viennent s'installer, dans lequel des investissements étrangers viennent se faire,
Parce que le principal atout de la compétitivité française serait l'économie. De tout temps, nous avions eu un atout formidable qui, du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy, était incontesté, qui a traversé tous les clivages politiques, c'était le nucléaire. En affaiblissant le parc nucléaire français, on a affaibli l'autonomie stratégique et tarifaire sur l'électricité de la France. Deuxièmement, il faut retrouver un prix français de l'électricité. Et là vient le sujet européen. Parce qu'en réalité, par ces règles de fixation des prix, alors je ne sors pas du marché. Alors ça a changé. Pas du tout. C'était une question qu'on voulait vous poser. C'était pas très très clair quand on reprend vos déclarations déclarations si c'est pas clair, je vais clarifier. Pour le coup, j'étais on réforme ou on en sort? J'étais cet après-midi sur le site du Rassemblement National. Alors peut-être qu'il n'est pas tout à fait à jour. C'est encore écrit que vous défendez la sortie du marché européen de l'électricité. Des règles de fixation des prix. Mais en fait, non, c'est marqué sortie du marché européen de l'électricité. Marine Le Pen en 2022, dans sa campagne présidentielle, je l'ai réécoutée. Je vais vous expliquer. Elle parlait aussi de sortie du marché européen de l'électricité. Sébastien Chenu, en janvier dernier, sur TF1. Donc c'est pas très clair. On ne sort pas du marché de l'électricité. Parce que, non mais, il y a une offre, il y a une demande. Qu'on sorte des règles du marché européen de l'électricité, c'est une chose. Et nous, on veut précisément décorréler le prix de l'électricité français sur le coût de production de la dernière centrale appelée. C'est la règle de fixation, c'est un peu complexe. Mais en gros, pour simplifier, le prix de l'électricité français est adossé sur les prix du gaz ou du charbon en Allemagne, mais généralement, c'est les prix du gaz. Ce qui fait que depuis plusieurs mois, les Français, les familles, les ménages, les chefs d'entreprise, les boulangers, les industriels voient leur facture d'électricité multipliée par 5, 6 ou 7 ou 8 parce que la variation du prix de l'électricité français varie de manière totalement injuste au regard du contexte international et des choix notamment de nos voisins allemands. Donc, on ne sort pas du marché, il existe un marché. Le marché, il y a une offre, il y a une demande, nous sommes interconnectés avec nos voisins. À quel moment c'est acceptable pour nos voisins justement de sortir des règles du marché européen de l'électricité mais de continuer à en être ? C'est quoi la différence entre la sortie des règles et la sortie du marché ? C'est-à-dire que vous avez un marché, grâce au nucléaire, la France exporte de l'énergie. Elle en importe aussi, elle en a besoin. Bien sûr, mais pourquoi elle en importe, pourquoi elle en exporte ? Parce qu'on est liés, on est connectés, il y a des interconnexions physiques entre les différents États. Du coup, il est utile ce marché. Non mais le sujet n'est pas le marché, madame. Le sujet, c'est la règle de fixation des prix qui vient dire aux entreprises françaises... Qui est en train d'être réformée. Non, pas du tout. Les 27 ont trouvé un accord en décembre 2023. Alors oui, ils ont trouvé un accord en octobre. Qui a vu sa facture d'électricité bouger, là ? Non mais il faut poser la question. Si, parce qu'on nous a dit c'est la réforme, ça va tout changer. Madame Michu va voir sa facture baisser massivement, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français ont vu la différence sur leur facture ? Moi, je vois des boulangers qui voient encore, par rapport à l'année dernière, qui avaient déjà multiplié par 5 ou 6, leur facture d'électricité augmentée. Donc, il y a un marché, il y a des échanges. On importe, on exporte, c'est normal. Et on continuera de le faire. Parce qu'il y a des moments où on a besoin d'énergie, il y a des moments où on a trop d'énergie, on exporte de l'énergie. Mais on ne peut pas accepter que la France paye en réalité pour les choix stratégiques que n'ont pas fait nos voisins. L'Allemagne a fait un choix qu'elle regrette, je pense, aujourd'hui, c'est celui de mettre de côté le nucléaire. Aujourd'hui, l'Allemagne pollue, et l'Allemagne a une dépendance aux énergies fossiles qui n'est pas, en fait, la dépendance française. Et je vais même être taquin. Je vais vous dire qu'en fait, la France, au fond, elle a fait sa transition énergétique. Parce que grâce au nucléaire, en fait, nous avons un taux d'émission de CO2 au niveau mondial qui est parmi les plus faibles du monde. La France, c'est 0,2% d'émissions de CO2. Les États-Unis et la Chine, à eux deux, c'est 30%. Et je pense que cette question... Alors, on peut parler des heures, des mesures pour booster la croissance. Mais cette mesure, elle est claire. Regardez, pourquoi est-ce que, alors qu'on accuse pour le 3e trimestre consécutif une croissance nulle, pourquoi est-ce que les États-Unis enregistrent une croissance, finissent l'année 2023 avec une croissance de 3% ? Pour deux raisons. Un, une énergie pas chère, quasiment illimitée. Et deuxièmement, des gains de productivité considérables avec le déploiement de l'intelligence artificielle. Il faut, en France, déployer l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de prendre un retard considérable dans l'économie de la connaissance. Et moi, je pense que si on veut être compétitif demain dans l'économie de la connaissance, il faut accélérer le soutien, le déploiement de l'intelligence artificielle. Et en fait, quel est le meilleur carburant pour nos startups en matière d'IA ? C'est une énergie pas chère. Donc la question énergétique, elle est centrale. Merci beaucoup. Je pense aussi qu'il faut continuer à baisser les impôts de production. Moi, je défends une fiscalité de justice pour les familles françaises, mais je défends aussi une fiscalité de croissance pour nos entreprises. Et je pense qu'il faut aller au bout de la suppression de la CVAE et de la C3S et de la CFE. Alors vous allez me dire, on a évidemment moins de rentrée immédiate dans les caisses de l'État, mais il y a un effet retour.
C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur la baisse de l'impôt sur les sociétés par Emmanuel Macron, où le jour même, vous avez évidemment moins d'entrées, mais à terme, vous avez plus d'entreprises et un cycle vertueux économique plus sain. Je pense qu'il faut faire le patriotisme économique et que les entreprises françaises et européennes puissent avoir une priorité dans l'accès à la commande publique. Quel est ce continent... Et en même temps, vous disiez tout à l'heure que vous vouliez attirer les investisseurs étrangers. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais non, moi je dis je veux bien jouer au commerce mondial, c'est-à-dire qu'on est autour de la table, on est d'accord pour jouer, mais je veux jouer avec des règles légales. Regardez les États-Unis. Quand vous êtes une entreprise d'un pays tiers, vous avez accès à 32% du marché public américain. Quand vous êtes une entreprise d'un pays tiers, vous avez accès à 28% des marchés publics japonais. Ils sont plus protectionnistes que nous. En Europe, vous avez accès à 82% de nos marchés publics. C'est pas possible. Donc, moi je suis pas contre les accords commerciaux. Il faut commercer. Mais plutôt que le libre-échange, moi je défends le juste échange. Et je crois dans le principe très simple du patriotisme économique, de la clause miroir et de la réciprocité. Et puis je pense qu'il faut aussi simplifier. Et en la matière, l'Union européenne technocratique, bureaucratique, alourdit considérablement les contraintes qui pèsent sur la croissance. Moi je combats au Parlement européen, vous savez, ces directives sur la CSRD ou sur le devoir de vigilance qui imposent aux entreprises françaises, dans leur deuxième ou troisième rideau de sous-traitants, de remplir un certain nombre de dossiers qui sont des pavés, où en fait nos chefs d'entreprise qui ont déjà énormément de paperasse n'ont pas la disponibilité pour le faire. Et aujourd'hui, ça freine considérablement la croissance. Donc il faut simplifier. Et moi, je continuerai à présenter mon agenda économique qui consiste en 3 piliers: produire, protéger, permettre. Et dans ces 3 grandes ambitions, on réunit à la fois le patriotisme économique, la fiscalité de croissance, le paradis énergétique, le soutien à la tech, à l'intelligence artificielle et évidemment la simplification. Ça sera pour votre programme, pour le programme du Rassemblement national en 2027, si je comprends bien. Beaucoup de normes, une grande partie des normes viennent aussi des directives européennes. Hein. Oui, bien sûr. À moins qu'on pose une question sur les traités, les accords commerciaux que vous avez évoqués en 2 secondes, c'était un sujet, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire toute une partie sur la crise agricole, mais qui est quand même un des grands sujets de ces élections, évidemment, qui est lié à la question du CETA dont on a parlé en France récemment, à la question du Mercosur. Quelle est la ligne du Rassemblement national sur ce sujet? Vous venez de dire, je vous reprends parce que vous venez de dire à l'instant, je suis pas forcément contre tous les accords commerciaux. On avait quand même compris que vous vouliez sortir de la plupart des accords commerciaux et on se demandait si vous ne craigniez pas, évidemment, que ça pénalise des producteurs français, des producteurs de vin notamment. Voilà, moi, j'ai un principe simple. On accepte de jouer si on a les mêmes règles. Or, je pense que l'agriculture aujourd'hui, et c'est pour ça que je plaide pour une exception agriculturelle française, je pense que l'agriculture aujourd'hui est utilisée comme ce qu'on appelle les clauses miroirs, avoir les mêmes règles. Exactement. Vous avez voté, par exemple, le Rassemblement national a voté contre un accord avec la Nouvelle-Zélande dans lequel il y avait des clauses miroirs. Non, il y avait... Non, si. Attendez, attendez, c'est très intéressant. On va venir après sur la Nouvelle-Zélande. Mais d'abord, je vous donne juste ma position de principe. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de la Nouvelle-Zélande. Non, mais c'est très intéressant. Excusez-moi, mais si les agriculteurs sont inquiets des accords de libre-échange, c'est peut-être qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas si bons pour la filière française. Donc tous les accords de libre-échange sont mauvais. Moi, attendez. Je pense que l'agriculture française, et que l'agriculture en général, doit être sortie des accords commerciaux. Je pense que ça doit être négocié à part. Pourquoi ? Parce que l'agriculture française est utilisée par la Commission européenne comme une variable d'ajustement. Et pour la faire simple, pour permettre aux Allemands d'exporter des voitures allemandes, on sacrifie l'agriculture française. Et c'est vrai dans beaucoup d'accords commerciaux. Si nos agriculteurs aujourd'hui sont vent debout contre le Mercosur, contre le CETA, contre l'accord avec le Chili, il y a une raison. C'est peut-être parce que ces accords de libre-échange font rentrer des produits dans nos marchés qui ne sont pas soumis aux mêmes normes et aux mêmes règles qu'on leur applique à eux, précisément. Donc, moi, je pense qu'il faut, sur ces sujets, l'exception agriculturelle, c'est-à-dire je ne suis pas contre le libre-échange, on sort l'agriculture des accords de libre-échange, on négocie des accords commerciaux en exigeant des clauses miroirs, mais regardez sur le CETA. Alors là, c'est la mode. Tout le monde dit, vous voyez que le CETA est formidable, c'est génial, ça marche, etc. Il n'y a aucune concurrence. Il y a quand même certains le disent, pas vous personnellement. Il y a quand même des filières sur lesquelles qui ont bénéficié du CETA depuis 2017. D'abord, sur le CETA, il y a toujours des effets d'anticipation en économie, mais il y a aussi des effets d'attente. Il n'y a que 95% pour l'instant des dispositions du CETA qui s'appliquent. Mais il y a de l'autre côté de l'Atlantique des filières économiques qui sont en attente. Je vous donne un exemple très simple. On nous dit,
sur la filière viande, ça n'a pas entraîné de concurrence déloyale, tout le monde va bien, tout le monde exporte, c'est formidable. Bah oui, mais en fait, quand on regarde les chiffres, le Canada a exporté dans le marché unique, un marché commun, seulement 2% de son quota. Et donc le potentiel d'exportation est de 50 fois plus important que les importations Est-ce qu'on ne peut pas se actuelles. dire que les producteurs canadiens ont jugé ça inintéressant d'exporter vers l'Europe parce que les exigences européennes étaient trop élevées à respecter? Non, je pense qu'il y a un effet d'attente. Vous savez qu'il y a 5% pour l'instant de l'accord qui ne s'applique pas, c'est notamment les tribunaux d'arbitrage privé. Mais moi, là encore, il y a des clauses miroirs qui n'ont pas été mises en place. Je vous donne un exemple très simple. Il faut demander l'avis aux Français. Il faut dire, est-ce que vous êtes d'accord pour manger de la viande qui est nourrie avec de la farine de sang ou avec des hormones activateurs de croissance? Est-ce que vous êtes d'accord pour que ça arrive dans votre assiette? Parce que moi, figurez-vous, je préfère manger du conventionnel français que du bio canadien ou que du bio brésilien. Donc aujourd'hui, C'est ça, aucun la accord réalité. de libre-échange ne trouve grâce à vos yeux. Alors j'essaie... il peut y en avoir. Mais si vous voulez, la question que je me pose, c'est quel est ce modèle économique où tout est fait au nom de l'écologie, que moi je juge être totalement punitif. Moi je suis pour l'écologie, mais l'écologie praticable, l'écologie de bon sens, pas celle qui punit, pas celle qui interdit, pas celle qui crée des ruptures trop brutales, et qui va négocier en même temps, c'est le fameux en même temps, des accords de libre-échange avec des pays qui sont à 18 000 km. Parce que moi je regarde ce que disent les chiffres, le Haut Conseil pour le climat il nous dit quoi? La moitié de nos importations françaises est liée à nos importations. Donc si on veut soulager la planète et prendre en main la question climatique et environnementale, il paraît nécessaire d'encourager le patriotisme économique, d'encourager le circuit court et de soutenir les productions nationales. On a encore plein de questions, Jordan Bardella, et il ne reste pas beaucoup de temps. Ok. Donc, je suis désolée, on va Je vais essayer accélérer de un faire peu. plus Puis court, alors. voilà, ça serait Ça marche. formidable. Notamment, je reviens sur le sujet de vos alliances Oui. au Parlement européen. Il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder dans ce même sujet. Alors, en quelques mots, votre groupe au Parlement européen, c'est Identité et démocratie. Il y a un autre groupe d'extrême droite, les conservateurs et réformistes européens. Vous avez des sensibilités différentes sur Beaucoup de monde sont d'extrême droite sujets. alors en Europe. C'est comme ça qu'on le présente. C'est ce groupe, les conservateurs et réformistes européens, on va l'appeler le CRE, ce sera plus simple. Giorgia Meloni en est une des figures principales, avec les Fratelli d'Italia, bien sûr. Peut-être, après le mois de juin, les députés du parti Reconquête. Ces deux groupes vont, si on se fie au sondage, gagner beaucoup de sièges. Aujourd'hui, Oui. vous en avez à peu près autant l'un que l'autre. Question qu'on se pose tout simplement, à quoi ça sert tout ça? Alors vous dites que votre objectif, désormais vous dites que votre objectif, on est d'accord, c'est de former une minorité de blocage. Oui, Ça ne va pas tout à au-delà fait. de ça. L'ambition, elle n'est pas supérieure à ça. Il y a des ambitions et puis il y a la réalité. Bon, les intentions de vote aujourd'hui dans les différents pays de l'Union européenne, qui sont faites par vos confrères, nous laissent entrevoir la possibilité de faire émerger un groupe patriote et souverainiste puissant. Alors justement, vous dites que vous et voulez... je conteste totalement le qualificatif d'extrême droite. Vous dites justement que vous travaillez à Oui, l'élargissement tout à fait. du groupe. Vers quel parti politique? Ça fait partie des négociations que nous avons en ce moment avec beaucoup de partis politiques en Europe. Lesquels? Mais je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez cité tout à l'heure, parmi mes adversaires, le parti d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal, qui ont fait alliance avec Madame Meloni. Bon. Madame Meloni, qui est aujourd'hui à la tête de ce deuxième groupe, ECR, s'apprête, c'est la maxime de Gambetta, hein, il pensait toujours en parler jamais, à soutenir Ursula von der Leyen, je le sais, pour un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne. Il va donc falloir que Éric Zemmour explique comment est-ce qu'il peut soutenir une candidate, en tout cas Mme Meloni et Mme von der Leyen, qui impose le pacte pour les migrations, c'est-à-dire qui impose la répartition obligatoire de migrants dans les communes françaises. Vous ne répondez pas à notre question là. Mais je vais répondre. Je pense que ce soutien-là va créer les conditions d'un éclatement du groupe ECR. Et du coup, c'est quel parti du groupe ECR Mais on pourrait verra. être amené... Si vous voulez, ça va dépendre d'abord du rapport de force le 9 juin. Au Ce qui est clair bénéfice aujourd'hui, d'identité et démocratie. ou peut-être de notre groupe. Je veux dire, je n'en sais rien. Je veux dire, moi, je discute aujourd'hui avec beaucoup de partis politiques en Europe, et mon ambition. Est-ce que Vous c'est ne dites votre toujours ambition, pas lesquels? Est-ce que votre ambition, c'est de devenir Non, le je ne dis troisième pas lesquels. groupe Vous verrez. politique? Est-ce que vous pensez que vous pouvez supplanter Renew, qui est actuellement le troisième groupe, et donc Oui, bien sûr. un groupe Oui, charnière? je pense. Je pense que nous pouvons être raisonnablement le troisième groupe du Parlement européen. Est-ce que vous visez... Alors après, non mais
si vous voulez, là encore une fois, on fait de la politique fiction. Bah, on a quand même des sondages. Oui, mais bon, les sondages, vous savez, les sondages aux élections législatives nous donnaient 39 députés, on en a eu 89. Donc bon, les sondages, si vous voulez, ça donne une lecture et une photographie de la politique à un moment donné. Bon, personne, en réalité, parce que c'est tellement compliqué, ces équilibres des groupes, avant, après les élections, les résultats des différents participants dans leurs pays respectifs, que ces scénarios sont compliqués. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, je travaille comme président du Rassemblement national à élargir ce groupe, parce que dans la prévision des élections européennes, mais aussi évidemment de la prochaine élection présidentielle, nous portons l'ambition de changer un certain nombre de choses en Europe, ça ne vous aura pas échappé. Et donc, on a besoin d'être appuyé par... Est-ce que vous visez ce qu'on appelle, dans le langage bruxellois, des top jobs, par exemple des présidences de commission? Est-ce que vous allez vous impliquer dans le jeu européen à ce point? Si nous en avons le poids au sein du Parlement, à l'évidence. Mais d'ailleurs, c'est très marrant parce que... Quoi, par exemple, comme commission? Qu'est-ce qui pourrait intéresser la commission agriculture, par exemple. Où je pense que les idées qu'on va défendre seront peut-être un peu plus proches des préoccupations des gens et des agriculteurs que celles que défendent mes opposants macronistes dans ces élections. Mais d'ailleurs, c'est un peu la contradiction de mes opposants, qui expliquent sur l'intégralité des plateaux de télé qu'on n'est pas très présent au Parlement européen. J'en suis d'ailleurs du fait que j'ai l'un des meilleurs taux de présence. Si vous avez envie d'en être un acteur, si vous avez envie de la défaire de l'intérieur. Oubliant d'ailleurs que j'ai l'un des meilleurs taux de présence du Parlement européen, avec 94% d'assiduité au vote. Et en même temps, c'est-à-dire qu'on nous dit vous ne travaillez pas assez, etc. Et en même temps, ils font un cordon sanitaire pour nous empêcher d'accéder à des présidences de commission. Bon, ça marche qu'un temps. Vous voyez, et à l'Assemblée nationale, ils ont fait ça pendant très longtemps. Et puis, on est arrivé à 89, et on est devenu le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que quand on méprise le vote des Français, les Français peuvent très mal le prendre. Petite question sur l'AfD. Pour revenir donc sur vos alliances, effectivement, vous le dites, c'est compliqué de parler des alliances avant d'avoir le résultat des élections européennes. Il y a quand même quelque chose qui est à peu près sûr, c'est que le Rassemblement national aura des eurodéputés, que l'AfD aura des eurodéputés. Est-ce que ces eurodéputés RN-AfD vont siéger ensemble? Ou est-ce que le projet de remigration donc d'étrangers et d'Allemands jugés non assimilés, qui a été évoqué par certains dirigeants... Et contesté par la direction de l'AfD. Oui, alors contesté, mais pas au point de pouvoir le mettre par écrit, comme Marine Le Pen le demandait. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a une ambiguïté encore sur ce sujet? Non, alors, d'abord, je ne suis pas l'avocat. Je suis d'abord l'avocat de mon propre mouvement et de ma campagne, ce qui m'occupe déjà un temps considérable. Mais je ne suis pas l'avocat. Non, mais attendez, d'abord, je ne suis pas l'avocat de partis politiques européens, même si on travaille ensemble sur un certain nombre de choses au Parlement européen, je ne suis pas leur avocat. Bon, premièrement. Deuxièmement, je vous fais la même réponse. Je suis incapable de vous dire à quoi ressembleront les alliances et les groupes au Parlement européen. Il y a un statu quo évidemment naturel puisque le mandat est terminé. Une question sur l'AfD. Est-ce que cette question de la remigration, c'est problématique? Bah si, vous pouvez nous répondre. Mais vous savez pertinemment. Vous avez bien vu qu'ils n'ont pas été très clairs. Marine Le Pen attendait d'Alice Weidel quelque part qu'elle se désolidarise de ce projet. Vous ne connaissez pas les relations privées qu'on a en privé avec des chefs de parti. Écoutez, ce que vous savez publiquement... C'est Thibault François qui, très publiquement, envoyé par votre parti, nous a expliqué que vous aviez fait la demande à Alice Weidel. Mais si vous savez mieux que moi les échanges que j'ai, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas besoin de répondre, alors si vous avez déjà la réponse. Juste de comprendre si c'est un problème pour alors vous, je reprends ce que Marine Le Pen a dit publiquement. Elle s'est demandé si ces divergences qu'elle avait avec l'AfD pouvaient avoir des conséquences sur votre alliance, tout en disant ce sera la décision de Jordan Bardella. Du coup, je vous pose la question, est-ce que ces divergences Elle vous a un peu refilé le bébé quand même. Des conséquences sur votre alliance? On va refaire la jeunesse. Vous avez quelques types de l'AfD, un grand mouvement politique en Allemagne, donc il y a beaucoup de gens qui participent avec des membres de la droite allemande, avec des membres de la CDU, dans une réunion, dans laquelle il est évoqué la mesure de la remigration. La remigration est une mesure que le Rassemblement national ne défend pas, qui consiste à dire à des gens en Allemagne qui ont acquis la nationalité allemande, on va vous la retirer et vous allez rentrer chez vous, mais on ne sait pas trop où c'est chez vous, etc. Bon, la direction de l'AfD vous a dit clairement que ça n'était pas la position du parti, et que c'était la position des quelques élus, des 2 ou 3 élus minoritaires qui ont participé à cette réunion. Donc, mais ça n'est pas de le mettre par écrit. Ça vous inquiète pas? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je sais pas. Non mais ils le mettent par écrit, ils nous l'ont dit. Si vous voulez que je vous, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous connaissez l'histoire. Marine Le Pen attendait un engagement écrit pour que ce soit clarifié, et c'est vrai qu'en plus publiquement, engagement écrit qui n'est jamais vraiment arrivé. Si.
il n'était pas clair. On l'a lu, il n'était pas clair. Donc vous lisez les correspondances privées Oui, que oui, nous on l'a avons avec fait des... partie D'accord. de- Ok, bon, bah. Travail. Donc c'est votre Bah, version on contre la cherche, mienne. Marine Le Pen elle-même a reconnu qu'après ce courrier, il y avait beaucoup de questions qui restaient sans réponse. Mais soyez pas... Enfin, excusez-moi. Il reste 2 mois. C'est 2 mois de campagne électorale. Chaque parti politique fait sa campagne électorale dans son parti. Voilà. Les histoires d'alliance, de groupes, de fusion, de non-fusion, de création peut-être d'autres groupes, on verra ça le 10 juin au matin. Maintenant, sur l'AfD, le mouvement, la présidence du mouvement ne défend pas cette mesure, et moi, je ne défends pas cette mesure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Juste, alors, il nous reste vraiment. Mais je pense que, quelques minutes. honnêtement, je pense que ces sujets n'intéressent Ça- pas les en tout les cas, Français, mais je- la question de la remigration a beaucoup intéressé Oui, oui, les mais Allemands, comme vous non, savez, mais donc d'accord, c'est quand mais il même n'y a très jamais un intéressant. type dans la rue qui m'a dit Non, l'AfD, etc. ça, c'est possible. C'est parce qu'on n'en parle pas assez. C'est pour Oui, ça oui, qu'on non, se mais permet de poser probablement, la mais question. juste les gens, ils viennent nous voir, ils disent le pouvoir d'achat, l'énergie, l'immigration, l'insécurité, les services publics, la dette, Macron, etc. Mais... Alors, je ne sais pas si on a encore le temps. Si, quand même, juste une petite question rapide qui, je pense, ne Oui. vous a jamais été posée. C'est pour ça que je vais le faire. Et puis on finira peut-être sur quelque chose d'un peu plus léger. Mais dernière question qui concerne le Parlement européen et notamment le groupe du Rassemblement national. Le magazine L'Express a fait une enquête très fouillée sur la Fondation Identité et Démocratie. Je ne doute pas que vous l'ayez lu. C'est la fondation donc, de votre parti au niveau européen qui a Je l'ai commandé pas lu, mais des effectivement. rapports en grand nombre, rémunérés, à des personnalités. Je ne vais pas rentrer dans le détail, l'enquête était longue, mais je vais citer quelques exemples que Sarah a sélectionnés. Des personnalités comme Alain de Peretti, qui considère que l'islam est, je cite, un générateur de troubles psychiatriques. À Bernard Lugan, qui est auteur d'un livre qui est intitulé « On savait vivre aux colonies, nouvelles aventures incorrectes ». Toute une série de personnalités que je pourrais qualifier, pour être pudique, de controversées, à qui donc la fondation de votre groupe, je le redis parce que c'est un peu compliqué, a versé de l'argent pour des rapports. Ça, vous vous sentez concerné? Est-ce que vous trouvez ça Ça veut gênant? dire que ces personnalités Non, mais attendez. sont de bonnes sources Non, mais d'information on est encore pour le là, groupe. au cœur d'un sujet qui Alors- intéresse, qui est déterminant pour l'avenir de la France. On et n'a des pas dit Français. ça, mais c'est intéressant. Bah, si ce sont Mais- les personnalités non, qui non, inspirent votre travail au c'est- Parlement européen, c'est c'est- intéressant de le savoir dans le cadre ce des qui élections. inspire notre travail au Parlement européen, c'est précisément le projet et les idées sur lesquelles on est élu, pas les déclarations d'un Ah, c'est des auteur c'est des rapports qui vous font qui a pour le coup. contribué à un rapport dont l'arrière-grande-tante de mon cousin a dit à la Je vous assure que c'est boulangère plus connu que ça. Vous de passer nous voir au Parlement européen. Donc, Non, mais est-ce que c'est votre vous- problème voilà. Non, c'est pas du tout. Non, c'est pas votre problème, c'est l'argent d'identité. D'accord. Sans transition. Non, mais après, si aucune. vous avez des remarques ou sur ce que les idées, les positionnements que je défends, j'y réponds avec grand plaisir. Mais Non, mais là, ça, là, vous m'en ça sort demandez pas de peut-être nulle un part, peu c'est beaucoup. quand même Non, mais vous m'en votre demandez parti, peut-être un peu ouais. beaucoup. Et je n'ai pas lu l'article de l'Express. On pourra vous le transférer. Dernière question, peut-être. Désolé, Je pense que malheureusement, le temps est plus que compté. On va finir sur une touche un peu plus légère. D'autant plus que, bon, on n'a pas posé des questions publiques. Vous avez vu qu'il y avait pas mal de questions J'ai vu, personnelles ouais. sur votre parcours, les études que vous avez faites. Il y en a une qui me vient notamment, qui m'a marqué. Quel est le domaine de la politique où vous vous sentez le moins à l'aise? Moi, je vous dis, quand on fait de la politique, il faut être en fait pas tant spécialiste de quelque chose, mais il faut être curieux de tout. Il faut s'intéresser à tous les sujets. Peut-être que les problématiques liées aux questions, à la protection animale, qui est une... Ça vous touche pas, c'est ça? Non, c'est pas que ça ne me touche pas, c'est que c'est moins mon sujet de prédilection, et c'est peut-être Alors que Marine un Le Pen, sujet... peut être mauvais Alors esprit, que, mais mais vous voyez qu'on est complémentaires. voilà. Et plus porté effectivement sur ces questions, mais c'est vrai que la liste du parti animaliste avait fait aux élections européennes en 2019, quand j'étais candidat, elle fait presque 3%, me C'est semble-t-il. pour ça que du coup, vous avez envie de vous intéresser. Et oui, parce que je pense que c'est une préoccupation qui intéresse les Français. Par exemple, vous avez un avis sur la corrida? Moi, par principe, si vous voulez, je défends toujours nos traditions. Voilà. Et je pense qu'il faut faire attention à moi, je n'aime pas les gens qui interdisent tout en permanence. Peut-être pour ça que je ne suis pas de gauche, d'ailleurs. Mais je n'aime pas les gens qui veulent toujours tout interdire, qui veulent toujours tout réglementer. Voilà. Et je pense que dans une période où les Français ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois et où chaque argent public dépensé est compté, je pense que la corrida fait vivre beaucoup de collectivités, beaucoup de communes. Et donc, voilà, je ne souhaite pas interdire tout ce que je n'aime pas. Dernière question
légère ou pas d'ailleurs, qui peut-être un petit peu moins personnelle, et encore, Aya Nakamura, je vous ai entendu hier sur France 5, la question vous a été posée. Vous n'avez pas le même avis que Marine Le Pen, qui met en cause la façon dont elle s'habille, notamment, qui considère qu'elle ne parle pas français, dans ses chansons en tout cas, et qui considère que du coup, elle n'est pas non, mais la bonne je sais personne que l'art est subjectif, et l'art n'est jamais objectif. C'est comme le beau d'ailleurs. Est-ce que c'est pas une différence générationnelle entre vous? On a bien senti que vous n'aviez pas envie de dire, vous aussi, que Aya Nakamura n'était pas la personne la plus à même de représenter les Français à la cérémonie de d'ouverture des Jeux D'abord, c'est les Olympiques. Français eux-mêmes qui l'ont exprimé. Vous regardez votre avis. Mais vous m'avez dit que je ne pouvais pas vous redire des choses que j'avais déjà dites. Je peux vous donner mon avis. Est-ce que vous la trouvez vulgaire, comme Marine Le Pen? C'est un tantinet expressif. Je ne sais pas si c'est vulgaire, mais c'est peut-être pas Vous l'écoutez, Aya Nakamura? C'est peut-être pas le summum de la classe, de l'élégance à la française. Bon, vous en conviendrez. Et d'ailleurs, on a demandé l'avis aux Français. C'est vos confrères d'RTL et d'Odoxa qui ont demandé. Et les Français disent à 70-80%. Dans vos meetings, il y a toutes sortes de musiques. Alors, je ne suis pas allée personnellement, mais j'ai vu par exemple sur votre compte TikTok, on entend le rappeur Jul. Bon, vous aimez bien mais ça, c'est une référence au J, ça. Bon. Oui. J'ai vu qu'il y avait des questions comment parler aux jeunes. Il faut aussi utiliser les vous savez, Chateaubriand disait, pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Et je pense que ces mouvements d'opinion, ça doit se comprendre. Aya Nakamura, elle a un succès mondial, qui est international, c'est une des chanteuses françaises les plus connues à l'international, qui est incontestable, et personne ne peut le nier. Est-ce que c'est la personne la plus appropriée pour représenter la France aux Jeux Olympiques? Moi, j'ai un argument que j'ai toujours défendu depuis 10 jours qu'on m'a posé la question. Je pense que quand on a été condamné pour violence conjugale, on ne peut pas représenter la France, surtout dans cette période, aux Jeux Olympiques. Mais ça, c'est mon avis, donc voilà, vous me demandez, je vous le donne. Merci, merci beaucoup, à vous, Jordan Bardella. Merci. Alors, j'ai plus mes notes de fin, je dois remercier énormément de gens. Ah oui, c'est toujours le problème. C'est comme nous dans les meetings, quand on remercie tout le monde, vous en dites toujours un et vous faites des Non, mais amis. je vais évidemment remercier Europa Nova de nous accueillir ce soir. Merci à vous. Et bien sûr, toute l'équipe de Politico Live qui Merci nous a aidé à organiser cet événement. N'oubliez pas que nous recevons Valérie Ayé, que je le prononce bien, la semaine prochaine, le 3 avril, je crois à la même heure, si je ne dis pas de bêtises, pour le deuxième entretien des têtes de liste avec Europa Nova, toujours et bien sûr. Merci beaucoup, merci à vous. Et merci d'être venu. We are united in diversity. We are very heterogeneous in our opinion. If we do not renew our partnerships with the rest of the world, Europe will not be relevant. We can make it if we are together as Europeans. And looking ahead. Do you genuinely believe that countries will manage to reach these very ambitious targets?